Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette nouvelle chronique jojoesque. Mon dieu, ça fait presque 2 ans que j'avais pas dit ça. Ça fait un bien fou. Cette chronique, la 16ème, c'est un projet entamé en avril 2022, et rapidement avorté car j'avais perdu la motivation et mon esprit était occupé ailleurs. Mais j'ai décidé de profiter de mes vacances d'été pour la reprendre, et enfin en venir au bout. Ça ne veut pas dire que l'émission reprend de manière régulière, je n'ai clairement plus le temps, et d'autres choses plus importantes à focus, comme mon avenir à tout hasard. Cependant, je n'exclus pas l'idée d'en faire de temps en temps quand l'envie est là, même si elles sont espacées de 2 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, profitons de la sortie de cette nouvelle chronique, écrite et réalisée avec passion, je peux vous l'assurer. Aujourd'hui, on va suivre l'idée de la précédente chronique, et parler de quelque chose d'externe au manga lui-même. Après avoir parlé de son animé, je vais revenir sur quelque chose d'extrêmement important, et qu'on n'a pourtant jamais évoqué en 15 émissions, son auteur. Et oui, il est évident que pour créer une telle œuvre, si génialement excentrique, il faut être quelqu'un de particulièrement incroyable. Hirohiko Araki nous l'a déjà démontré avec ses centaines de préfaces absolument cultes et ses photos du même acabit, ce n'est pas un mangaka comme les autres. Mais alors, comment évoquer cet auteur ô combien hors du commun, et ce qui a mené à la création de son œuvre? Qu'est-ce que t'entends par Araki avant Jojo, Revive? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Récemment, au moment où j'écrivais ces lignes en tout cas, Delcourt Tonkam, la maison d'édition en charge de Jojo depuis que j'ai lu sont tombés dans l'oubli, merci pour les travaux, les refs quand même, ont sorti une belle compilation d'œuvres d'Araki composée de 4 volumes reliés, nommée Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. Si dans cette édition on se retrouve en terrain connu, avec par exemple un chapitre de Rohan ou le fameux Deadman Questions, son principal intérêt réside dans le fait que sont publiées pour la première fois en France les œuvres de Hirohiko Araki antérieures à Jojo, faisant donc office d'espèce d'épopée, retranscrivant les travaux de notre auteur préféré. De ses premiers sombres one-shots au plus connu Bao, en passant par Gorgeous Siren et Magical Beatty, j'ai pu découvrir tous les mangas qu'a pu dessiner Araki avant de se lancer dans Jojo. Et bordel que cette expérience était intéressante. Outre le fait d'avoir passé un excellent moment, car absolument tout est génial, je me suis amusé à remarquer ça et là, de nombreux éléments préfigurants de ce qu'allait devenir Jojo plus tard. Et c'est absolument passionnant. Aujourd'hui donc, je vais profiter de cette occasion pour revenir sur les 3 œuvres susnommées, afin d'essayer de voir en quoi elles ont inspiré Jojo, et en quoi elles sont aussi d'excellents mangas séparément, et ainsi pouvoir dresser un portrait de l'évolution du style d'Araki et de ses inspirations, autour de cette bizarre aventure, l'ayant menée jusqu'à l'œuvre absolument légendaire que l'on connaît aujourd'hui. Magical Beatty, Gorgeous Siren, Bao le Visiteur, 3 œuvres que je vais décortiquer aujourd'hui, et que vous voudrez sans aucun doute lire après cette vidéo, tant elles sont importantes et essentielles à tout fan de Jojo qui se respecte. Le tout sans spoil majeur, l'idée étant de vous donner envie. Ah, et dernière chose avant de commencer. La chronique sur les OAV est de retour en ligne, après des problèmes interminaux et insupportables de copyright. Elle est dispo en version audio sur la chaîne, mais ça ne se prête pas vraiment au format, et c'est juste pour qu'il n'y ait pas un vide dans la playlist des chroniques à vrai dire. La vraie version vidéo, non censurée, telle qu'elle était dispo en décembre 2021, est hébergée sur mon blog. Le lien se trouve dans la description. Bref, assez blablaté. Prenez un coca bien frais et posez-vous, mais attention, coupez-le avec de l'eau parce que ça défonce les dents. Il est temps de remonter aux origines de Jojo's Bizarre Adventure. Première œuvre sérialisée de l'auteur, Magical Beatty témoigne des réels débuts d'Araki en tant que mangaka, proposant une première esquisse solide de ce que deviendra son style d'écriture par la suite. Mais avant d'être une œuvre sérialisée, Magical Beatty, ma Shonen Beatty en version originale, est un one-shot publié en 1982 dans le Fresh Jump, magazine bimensuel des éditions Shueisha, ayant eu une existence plutôt brève, ce qui explique le fait que vous soyez sûrement 10 à le connaître parmi les spectateurs de cette vidéo. Ce one-shot, nommé Beatty l'enfant diabolique, va présenter toutes les bases de ce que deviendra la série sérialisée. Il s'inscrira même dans la continuité de cette dernière, faisant donc carrément office de premier chapitre à la série, plutôt que d'une esquisse dans laquelle de nombreux éléments seront changés une fois la sérialisation commencée. On est donc plus proche du prototype de Burn the Witch que celui de Berserk par exemple. Bref, j'arrête avec mes références pas hyper pertinentes, comprenez juste qu'en gros, je vais pouvoir vous introduire l'œuvre en parlant de son prototype. Un narrateur, jeune garçon d'une douzaine d'années nommé Koichi, s'adresse à nous, lecteurs, pour nous présenter le personnage principal de cette histoire, son ami dont il connaît seulement les initiales, Beatty. Un ami présenté comme diaboliquement intelligent, calculateur sans scrupules,
et je cite, un bâton de dynamite en permanence sur le point d'exploser. Koichi va nous raconter une histoire dans laquelle lui et Bitty se sont retrouvés impliqués dans une affaire de meurtre, et comment ils s'en sont sortis. Alors que Bitty et Koichi sont au resto, ils aperçoivent par la fenêtre une voiture de police déplaçant une jeune fille de leur école nommée Fuyuko, dont est follement amoureux Bitty. Il s'avérera qu'elle est suspectée du meurtre d'un reporter photo. Et en effet, elle l'avouera elle-même à l'inspecteur lors d'un interrogatoire. Elle l'a poignardé dans le dos à coups de ciseaux, alors que ce dernier l'avait appâté chez elle pour l'agresser sexuellement. Désireux d'innocenter Fuyuko, Bitty va se lancer dans une enquête afin de trouver un moyen. La tâche paraît rude, car un poignardage dans le dos ne peut pas être considéré comme de la légitime défense. Mais ce serait sans compter sur la malice et l'intelligence hors norme de Bitty, l'homme étant même prêt à aller jusqu'à fabriquer des fausses preuves d'innocence. Après une inspection minutieuse du lieu du crime, Bitty amènera l'inspecteur en charge de l'enquête dans ce dernier, et, coup de théâtre, va l'accuser ici même d'être le vrai coupable. Quelle audace! Mais comment en est-il arrivé à cette conclusion, et comment compte-t-il le prouver? Lors de son inspection des lieux, Bitty a remarqué des traces de griffures sur la moquette, amenant le fait que le photographe était encore en vie après le coup de ciseau de Fuyuko. Qui plus est, il y a également trouvé, par hasard d'ailleurs, une photo dans laquelle on voit le fameux inspecteur en compagnie de mafieux. Photo justement prise par ni plus ni moins que notre photographe. Il faisait chanter l'inspecteur avec depuis quelque temps. Voyant que l'homme gisant à ses pieds n'est autre que cet enfoiré de journaliste qui peut ruiner sa carrière à tout moment, l'inspecteur a donc instantanément réagi en enfonçant les ciseaux plus profondément dans son corps, le tuant ainsi pour de bon. Le vrai meurtrier, celui qui a porté le coup fatal, c'est donc lui. Furieux contre Bitty suite à sa démonstration, l'inspecteur va sortir un pistolet et le braquer sur ce dernier. Mais trop tard. C'était ce qu'attendait Bitty, puisqu'après que Bitty se soit volatilisé en aveuglant temporairement l'inspecteur avec un élastique, un policier de mèche avec le jeune garçon arrive sur les lieux en ayant tout vu, et tout entendu. Bitty a donc réussi son coup, il a réussi à innocenter Fuyuko, et ce, en remettant la faute sur l'inspecteur. Quel garçon terrifiant. Voilà pour le résumé. Ce prototype cristallise donc à lui tout seul l'entièreté du concept et des gimmicks de Magical Bitty, qui se poursuivront au cours des 6 chapitres composant la série, publiée de 1982 à 1983 dans le Shonen Jump. On y retrouve toujours ce duo de héros, Koichi et Bitty, cherchant à accomplir un objectif dans une situation à première vue sans issue. Koichi, lui, est un jeune garçon gentil, naïf et innocent, se faisant embarquer dans des histoires complètement folles à cause de son ami Bitty, jeune homme à son total opposé. Il est manipulateur, calculateur, froid et surtout terriblement intelligent. C'est du moins comme ça qu'il nous sera présenté par son ami au début, comme une espèce de bombe à retardement, capable de choses terrifiantes lorsqu'il a un objectif en tête. D'ailleurs, cet objectif, il n'est pas systématiquement vertueux. Si des fois il s'agit d'une simple légitime vengeance face à des êtres profondément mauvais, comme la fois où les deux garçons se sont fait kidnapper par deux nostalgiques du Troisième Reich au penchant pervers, bien souvent, Bitty n'est motivé que par son ego et son avarice. Voler un os de dinosaure dans un musée juste parce qu'il le trouve stylé, humilier son concurrent amoureux. Et pour ce faire, il est capable des pires subterfuges et techniques de manipulation. Ça va m'amener à parler de l'aspect le plus intéressant de Bitty, la manière dont nos personnages se tireront de ces situations grotesques, ou tout simplement arriveront à leur fin. Vous l'avez sûrement compris avec mon résumé, mais Bitty est un jeune homme adepte de magie, ne se battant qu'à l'aide de son intellect surdéveloppé, mixé avec des tours et subterfuges en tout genre. Et ce que j'adore dans Magical Bitty, c'est la façon dont les mindfuck et actions de Bitty sont mises en scène. D'abord, il fait son tour, consistant toujours en un truc de fou, nous faisant nous demander comment c'est possible en tant que lecteur, et venant donc nous surprendre en même temps que l'ennemi de Bitty, pour que ça vienne être expliqué juste après, étape par étape, par un narrateur. Quelques exemples. Bitty a attrapé un frelon géant japonais, insecte terriblement dangereux, dont la piqûre peut être passible d'une mort certaine. Son but ? Le mettre dans la poche du pantalon d'un espèce de bully odieux d'une colonie de vacances, pour se venger de s'être fait frapper. On se pose ainsi la question, comment est-ce qu'il a pu mettre la main sur un tel insecte, et réussir à l'assommer temporairement sans le tuer, afin de le faire se réveiller au moment opportun, dans la poche du bully donc. Eh bien c'est simple, j'imagine. Il a dépecé une grenouille, puis placé sur une branche afin d'attirer le frelon. Il l'a ensuite attrapé avec un bocal, puis entrouvert devant un feu de camp pour l'assommer avec la fumée. Et hop, le tour est joué. J'ai vérifié en faisant mes recherches, et si je n'ai trouvé aucun site répertoriant cette technique exacte,
J'ai en revanche découvert que les frelons tournaient souvent autour des grenouilles, certaines personnes formant carrément des élevages de grenouilles pour que ces dernières gobent les frelons. Bien sûr, et ça fait sens, la fumée est réputée pour assommer les insectes, et est souvent utilisée pour se débarrasser des nuisibles. On a donc là affaire à une technique qui fait sens, venant utiliser des faits scientifiques. Dans une autre histoire, Bitty se retrouvera dans une situation paraissant sans issue. Je vous passe les détails car c'est plus complexe que ça et j'ai pas envie de vous spoil et de vous ruiner l'intérêt des retournements de situation du manga, mais Bitty va, suite à des péripéties, se trouver devant le cadavre d'un élève de son lycée, s'étant fait tuer de manière accidentelle par un autre élève, Date, qui a décidé de fuir et de faire porter le chapeau à notre garçon maléfique. Alors devant une foule entière l'accusant, Bitty va se saisir d'un talisman appartenant à l'élève meurtrier, traînant à côté du cadavre, témoin de la scène. Il va appeler l'esprit du talisman, et dire à tout le monde ce qu'il s'est réellement passé. Il le frottera sur son bras, qui laissera apparaître des caractères rouges, comme écrit au sang de Bitty disant « C'est Date qui m'a tué. Impardonnable. » Ainsi, Date prendra peur, en voyant cette force comme mystique, et s'exclamer que « C'était un accident !» Et hop, le tour est joué. Mais comment? Est-ce que ce talisman était vraiment imprégné de l'esprit de l'élève assassiné? Le narrateur viendra répondre à nos questions, en révélant que lorsqu'on trace des lettres sur sa peau, avec un objet pointu comme un cure-dent par exemple, ces dernières apparaîtront bien rouges après avoir frotté un tissu dessus. Le talisman n'a donc fait que déclencher une réaction naturelle, qui aurait pu être appelée avec n'importe quel autre tissu en fait. Bitty avait donc écrit son message au préalable, et préparé son coup méticuleusement depuis longtemps. J'ai essayé de mon côté, et oui, ça marche. Ce qu'il faut pas faire pour la science. Ça fait un peu mal, je vous déconseille de tester chez vous. Enfin, et ça c'est l'exemple qui m'avait le plus amusé lors de ma première lecture il y a plus d'1 an, je vous passe les détails. Mais Bitty se retrouve en danger de mort face à un pervers en uniforme nazi, et il compte bien l'assommer pour s'enfuir. Pour ce faire, il va miraculeusement disparaître, lancer un caillou d'on ne sait où dans la nuque de l'homme pour le mettre hors d'état de nuire, pour qu'on finisse par se rendre compte qu'il s'était comme téléporté sur une branche d'arbre pour faire son coup. Mais comment? Ce pourquoi je dis que ça m'a amusé, c'est car en lisant attentivement pour la première fois, j'ai remarqué que les cases montrant son action étaient numérotées. Je me suis demandé pour quelle raison, jusqu'à ce que je remarque que quelques pages plus loin, se trouvent des explications de notre narrateur, qui va venir expliquer chaque action de Bitty en les liant à chaque case. On remarque sur la première que Bitty porte un bâton, ce qui n'est pas anodin, puisqu'il va attirer l'attention de Richthofen sur ce dernier, dans la case 2. Il va ensuite sortir un élastique et lui lancer entre les deux yeux, comme on le voit dans les cases 3, 4 et 5. Les cases 6 et 7 montreront Bitty disparaître de par le point de vue de l'ennemi, tandis qu'en réalité tout ce qu'il a fait c'est monter sur ce bâton et se caler dans l'arbre, en profitant de l'aveuglement bref de son ennemi. Le narrateur nous expliquera que le fait que Bitty ait insisté sur le fait qu'il ait des super pouvoirs a rendu plus enclin l'ennemi à tomber dans son piège et à paniquer. Il ne sait donc plus où il est, et se prendra un caillou tout droit venu de la branche. Pas besoin de fact-check pour celle-là, on peut sans problème se douter que se prendre un élastique entre les deux yeux aveugle temporairement. Et c'est ça que je trouve fascinant. C'est l'exemple le plus con, basé sur le subterfuge de très loin le plus débile et simple, mais le fait de rendre ça super complexe et hyper réfléchi, avec carrément l'explication case par case, le tout rendu encore exagérément intelligent avec l'ajout du jeu psychologique sur les super pouvoirs, je trouve ça absolument brillant. La mise en scène de cette séquence est une véritable fulgurance, que j'ai expérimenté nulle part ailleurs dans ce domaine. J'aime tellement ce procédé narratif de 1. Il se passe un truc incompréhensible, 2. On est surpris en même temps que l'ennemi, 3. Explication du narrateur juste après, qui viendra quasi toujours révéler que c'est un truc tout con. C'est littéralement ce qu'est la magie. Et Araki a su si bien le retranscrire dans son manga. Évidemment, vous voyez où je veux en venir, cette structure narrative deviendra la base des combats de Jojo. Dans un premier temps avec l'onde, et surtout, là où Araki arrivera au sommet de son art, avec les stands. Ça fonctionne pareil, à une différence près. Dans Jojo, l'action de Fouki Mindfuck résulte de l'utilisation intelligente d'un stand au concept bien défini, et non un simple trick scientifico-magique qui aurait bien vite limité son potentiel. Cependant, on a vu à de nombreuses reprises des utilisations de stands qui se basent de près ou de loin sur des théories ou réalités scientifiques. Je pense à la fois où Buccellati a séparé son cœur en deux par exemple, pour arrêter son battement temporairement et ne pas se faire repérer par Pesci et son Beach Boy, qui détectent les êtres vivants présents dans une pièce notamment en sentant les battements du cœur. Enfin, toujours est-il qu'on pourrait mettre Il Vento d'Oro en fond de chaque subterfuge utilisé par Bitty, ça passerait sans aucun souci. Ce qui rend les combats mentaux de Magical Bitty passionnants,
Et ce qui fait que ceux de Jojo le sont tout autant, c'est aussi les innombrables retournements de situation. Si Bitty réussissait à chaque fois, ce serait en effet vite ennuyeux. Ce qui est bien plus stimulant, c'est le voir sortir une technique de malade, voir que malheureusement cette dernière sera contrée par une autre, venant d'un adversaire lui aussi très intelligent ou juste à cause de la malchance, mais finir par avoir un Bitty qui est surenchéri de plus belle, en balançant un autre truc encore plus fou pour mettre fin au conflit, révélant au passage qu'il avait le dessus psychologique tout du long, et qu'il s'en sortira dans tous les cas. Si vous voulez, l'ascenseur émotionnel ne marche pas par deux temps, en mode « Oh non, il est dans la merde !»« Oh super, il s'en est sorti, il est trop fort !» mais plutôt en 4. « Oh non, il est dans la merde !»« Oh non, il s'en est sorti, il est trop fort !»« Ah merde, ça a pas marché !»« Oh l'enfoiré, il était en train de cook un autre truc encore plus fou depuis le début !» Et Jojo poussera le bouchon encore plus loin, en faisant tenir des combats entiers sur des retournements de situation allant jusqu'à 6, 7, 8, je sais pas. Autant de temps et d'ascenseur émotionnel qu'on veut. L'un des exemples les plus parlants pour Bitty est celui du frelon que j'ai évoqué tout à l'heure. Il réussira bien à le mettre dans la poche du bully au vestiaire, pas de souci. Sauf que, plot twist, il s'est trompé de veste. C'était en fait celle du pote du bully, Akagawa, et c'est donc lui qui se fera piquer. Là on se dit « Oh merde, Bitty s'est trompé, c'est la merde !» Mais alors qu'on croit tout perdu, qu'on découvre dans la page d'après que le bully est mort, assassiné au couteau, qu'on se dit en même temps que le coupable ne peut être que Bitty car il n'a pas réussi son coup, et qu'on se dit « Oh non, quand même, c'est très lâche de faire ça, je suis déçu, Bitty !» On apprend en fait que c'est Akagawa lui-même qui a poignardé son pote, après que Bitty lui ait susurré à l'oreille qu'il lui a mis un insecte dans ses vêtements. S'ensuit donc un « Oh sa mère, c'est incroyable !» Bitty a tout de même fini par avoir sa vengeance, et ce, ultime mindfuck brillant, sans avoir menti une seule seconde. Car oui, au début du chapitre, le bully a bel et bien mis un insecte dans un vêtement d'Akagawa. En l'occurrence, une libellule dans son caleçon. Action sans danger, bien loin du frelon asiatique dans la poche. Mais jouant sur l'ambiguïté sans directement citer l'insecte ou le vêtement donc. C'est trop fort. Ces bluffs de partout, ces retournements de situation, ça nous fait passer par toutes les émotions, et c'est terriblement stimulant. Mais si ces combats ingénieux avec un mélange d'approches scientifiques, purement intellectuelles et magiques marchent superbement bien, c'est aussi grâce au personnage de Bitty et sa relation avec le véritable protagoniste du manga, Koichi. Koichi est en effet le narrateur de cette histoire, ayant pour habitude de nous introduire le récit en nous racontant une histoire dans laquelle Bitty a fait des siennes. Outre le fait que cette manière de faire rappelle inévitablement les introductions de Kishibe-Rohan ou Aogo Kanai, et le comportement de Koichi le sait lui-même, sans doute inspiré du personnage de son design à son caractère d'ailleurs, ça renforce carrément notre implication dans le récit, nous faisant nous identifier à Koichi. Il est le pote naïf et gentil de Bitty, qu'il décrit comme un être maléfique et manipulateur, et qui se fait embarquer dans des histoires pas possibles par sa faute. C'est lui qui viendra expliquer les tours de Bitty à chaque fois, lui qui sera à chaque fois mindfuck par ses actions. Ce lien avec le lecteur est particulièrement éclatant lors des petits bonus présents dans les tomes, où Koichi vient casser le 4ème mur pour nous apprendre des tours de magie que lui a appris Bitty. Araki aime énormément intégrer ses narrateurs au récit, et on voit qu'il s'éclate véritablement à faire ça. Et ce procédé est toujours d'actualité, il suffit de voir la toute première page de The Jojo Lands pour se rendre compte. Là aussi où le lien entre nous et Koichi est fort, c'est quand il parle de Bitty. Et je vais pouvoir embrayer sur un autre aspect hyper intéressant de ce personnage, son ambiguïté morale. Évidemment que Koichi est tout aussi choqué que nous, en voyant, je cite, Un garçon d'à peine 12 ans, attraper un frelon si dangereux? Tout comme il est inimaginable pour lui de voir un jeune garçon faire des actes aussi maléfiques, ça l'est aussi pour nous de voir un tel personnage. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bitty est souvent motivé par des raisons égoïstes. Araki avait publié le premier chapitre sous le nom Bitty l'enfant diabolique, et ça avait posé problème. En effet, il dira que mettre en scène un enfant diabolique contraste totalement avec les valeurs du Shonen Jump. L'amitié, la victoire, l'entraide, la justice, ce genre de choses. Il a donc réussi à publier ce chapitre pilote contre vents et marées, mais il a dû attendre 1 an et demi pour pouvoir sérialiser son garçon maléfique, au prix d'une définition de son héros comme un garçon curieux et intelligent qui fait de mauvaises choses, mais qui en réalité agit au nom de la justice. Et je veux bien. Le premier chapitre de la version sérialisée consiste en effet en de la vengeance contre un harceleur. Mais déjà ça se finira quand même par un meurtre, et ensuite, dès le chapitre d'après, la seule préoccupation de Bitty sera de ridiculiser son rival amoureux pour sortir avec sa promise. Ouais, sacrée justice. Bitty est un manga moralement douteux. Vol, humiliation et même meurtre sont toujours montrés comme vertueux et bénéfiques.
du moment que ça profite à Bitty. Et Koichi sera d'ailleurs le premier à en être choqué. Mais pour autant, il continue à suivre Bitty dans ses aventures, car aussi bizarre et maléfique soit-il, il reste son ami et chacun tient beaucoup à l'autre, tout comme nous continuons à lire ce manga, étant comme pris d'une curiosité malsaine de voir quel sera le prochain plan macabre de Bitty. Et ça s'explique par une bonne raison, le ton global du manga est terriblement burlesque, parodique même par moments. Des chara-design grossiers pour les ennemis. Ennemis d'ailleurs souvent complètement fous, qui balancent des anecdotes random en plein milieu d'un combat, des chutes cyniquement drôles, qui viennent remettre en question l'entièreté du chapitre, comme la fois où Bitty a bien pris le temps de dépouiller son ennemi nazi une fois hors d'état de nuire, alors qu'à la base il le fuyait, ou encore la révélation finale du chapitre pilote dont je me suis toujours parmi. Un humour carrément décomplexé, des situations complètement surréalistes. En fait, il y a vraiment quelque chose de burlesque qui se dégage du manga. Pour vous prendre un exemple concret, un enfant d'une dizaine d'années qui se fait percuter par une ambulance, suite à une manipulation de Bitty, sera tourné comme un événement marrant, qui sert juste ses plans. Et ce d'une manière simple, en faisant dire « Ah, il m'a bien eu. Il a tout manigancé pour que l'ambulance me renverse. Ce type était doué. Je suis sûr qu'on se reverra. » à l'enfant en question, alors qu'on découvre qu'il est encore vivant dans l'ambulance. Ce ton burlesque donne au tout une aura assez exceptionnelle, créant constamment un décalage entre les actions et situations horribles avec la manière dont tout ça est mis en scène. Ce même ton burlesque qui permet à Jojo d'intégrer un nazi gentil à son récit, de nous faire prendre d'affection pour des personnages absolument horribles, parce qu'ils sont cons et qu'ils racontent des trucs random en combat, de rire d'un personnage à deux doigts d'agresser sexuellement Yasuo à chaque apparition, et Bitty est un concentré de tout ça. Pour citer en vrac d'autres des éléments précurseurs de Jojo assez évidents, je peux dire que Bitty ressemble étrangement à Dio enfant, que cette meuf ressemble étrangement à Erina vieille, qu'on retrouve ce duo de personnages qui s'apparentent beaucoup au fameux Jobro, en particulier ceux des premières parties, qu'on retrouve les thématiques d'un enfant adopté qui vient foutre la merde, ou encore que Bitty a 300 de QI, comme absolument tous les Jojo. C'est par contre visuellement, hors les quelques inspirations sur le chara-design cité précédemment, que Bitty s'éloigne quand même beaucoup de Jojo. Si le découpage est carrément efficace, que ça se lit sans problème, et que les expressions faciales et mimiques des personnages marchent du feu de Dieu, mention spéciale à Bitty qui se touche l'oreille quand il a un plan, ça fait toujours son effet et cette idée de tic sera bien reprise dans Jojo, malheureusement ça dégage encore pas grand chose. On est bien loin de la découpe soignée pleine de sens, de la perspective renversante, des tenues exubérantes et des persos aux muscles saillants de Jojo's Bizarre Adventure. C'est très cartoonesque en fait. Toujours est-il que Magical Bitty est un excellent manga, que je pourrais relire des dizaines de fois sans problème. J'adore ce ton burlesque et décomplexé. Les combats mentaux marchent terriblement bien, les personnages sont attachants, et ce, même en l'espace de 2 ou 3 pages, ça regorge de bonnes idées de partout, et surtout, je trouve qu'il dégage cette aura de manga honnête, fait avec passion. Et ça me régale. Un manga qui inspirera Jojo sur énormément de points, mais qui trouve tout de même sa propre identité, de par cette emphase mise sur la magie, et son protagoniste au décalage flagrant entre son petit âge et ses actions terribles décidément bien marquants. On a donc là le premier fragment de la triforce des inspirations de Jojo's Bizarre Adventure, avec le côté combat mentaux et mindfuck. Il est maintenant temps de nous mettre en quête du deuxième fragment, et je vais laisser Araki introduire la deuxième partie de cette vidéo à ma place. Et si le thème de ce manga était comme dans Sherlock Holmes, se battre avec son esprit, le thème que j'explore dans la série suivante Bao est se battre avec les muscles. Allez, fini les petits enfants de 12 ans qui font des conneries, on embarque pour le côté viril, plein de testostérone et de muscles également typiques de Jojo, avec Bao le Visiteur. Publié entre 1984 et 1985 dans le Wiki Shonen Jump et compilé en 2 volumes, Bao Raihosha, de son nom original, a été le premier vrai succès d'Hirohiko Araki. Un succès tel que Bao le Visiteur a même été adapté en animé, avec un OAV d'une 50aine de minutes réalisé par Studio Pierrot en 1989. Je ne l'ai pas regardé en entier, mais ça a l'air vraiment bien. L'animation est excellente, je suis absolument fan de l'esthétique, et les OST à base du classico synthé aux notes graves des années 80 me régalent. Je pense que beaucoup de scènes du manga ont été occultées, étant donné la courte durée de l'OAV, pour adapter le manga dans son intégralité. Ceci dit, si ça permet de donner un meilleur rythme, pourquoi pas.
C'est en tout cas trouvable en 2 secondes sur YouTube, je vous invite à aller check ça, je le ferai sûrement très bientôt de mon côté. Bao, c'est aussi plein de références intégrées dans l'anime de David Productions, comme ce moment où Joseph lit le manga dans l'avion, ou encore le tome visible dans l'étagère de Rohan, aux côtés de Bitty ainsi que d'Irene. Et même un personnage jouable dans l'excellent jeu de combat All-Star Battle. Il s'agit donc d'un manga reconnu, auquel son auteur, et plus globalement les personnes travaillant de près ou de loin sur JoJo, sont très attachés. Il est temps de voir pourquoi. Dans le Japon d'après-guerre, Dress, une organisation scientifique développant des moyens de défense pour l'armée impériale, s'attelle à la création d'armes biologiques puissantes. Ces armes biologiques sont régulièrement acheminées d'un laboratoire à un autre, grâce à un train n'apparaissant sur aucun horaire et pouvant circuler sur n'importe quelle ligne du pays. Un train contenant des explosifs et produits chimiques en tout genre, mais aussi des animaux, et même des humains sur lesquels l'organisation réalise les expériences les plus immorales pour les transformer en armes de destruction massive. Parmi ces humains se trouve Ikuro Ashizawa, jeune homme de 17 ans, s'étant vu injecter un parasite du nom de Bao suite à un coma causé par un accident de voiture. Lorsqu'Ikuro se sent en danger, ce parasite prend le contrôle de son corps, et le transforme en une créature dépourvue de raison, agissant instinctivement, et détruisant tout sur son passage grâce à ses nombreux pouvoirs surpuissants. Plus le temps passe, plus la créature fait des combats, plus elle développe de capacités, se renforce et devient puissante. L'arme la plus dangereuse et incontrôlable de Dress. Voici ce qu'est Bao. Alors, lorsqu'il s'échappera de sa capsule dans laquelle il était contenu au sein du train, aux côtés de Sumire, petite fille également détenue captive, possédant des capacités divinatoires, l'organisation va paniquer, et tout faire pour remettre la main sur leur arme avant qu'elle ne détruise le monde. Mais dans les faits, Ikuro Ashizawa s'avère être un garçon doux, cherchant à protéger Sumire avant tout. Il se pourrait même que Bao évolue de manière à n'agir que dans cet unique but. Une relation touchante se dressera alors entre nos deux parias, tandis qu'ils fuiront les soldats et armes les plus puissantes envoyées à tour de rôle par Dress pour ramener Bao, mort ou vif. Où mènera la fuite de Bao et sa protégée? Arriveront-ils à vivre en hommes et femmes libres, libérés des horribles expériences de l'organisation? J'espère bien, car ils le méritent. Voilà donc le contexte de Bao. On a donc affaire là à une histoire complète, possédant une continuité, un début et une fin, à la différence de la structure à base de un chapitre, une histoire, de Magical Bitty. Ça va permettre de faire beaucoup de choses, narrativement parlant. Déjà dans le rythme. Araki, selon ses propres dires, a construit Bao comme une musique de rock, avec un scénario se développant au sein de son rythme. Je cite « Je voulais que ça pète, que ça claque, que ça balance, comme la musique que j'avais découvert sur MTV en arrivant à Tokyo. Que l'histoire semble vivante. » Et ça se ressent. Le rythme de Bao est excellent. Ça alterne merveilleusement entre grosses séquences d'action et séquences plus posées, développant les personnages et les enjeux. Le tout s'enchaîne très vite, de manière très naturelle et vivante comme il le dit, rendant la lecture hyper fluide et agréable. Essayons d'analyser un peu ce côté rock dans la construction du récit. Vous l'avez compris, on va donc suivre Ikuro et Sumire tandis qu'ils fuient Dress. À chaque ennemi envoyé par l'organisation, Ikuro se transformera en Bao pour se battre, suite à quoi les deux personnages auront le droit à un peu de répit, simplement continuer leur trajet, parler entre eux, se reposer dans une maison. Ces moments sont l'occasion de rythmer le récit et de le faire avancer de nombreuses manières. D'abord, en développant la relation entre les personnages, ou en révélant des infos à leur propos. Par exemple, Ikuro qui va révéler sa backstory en l'expliquant à Sumire au détour d'une discussion, ou encore, cette dernière qui explicite l'étendue de ses pouvoirs alors qu'il se repose sur un banc. Ensuite, en amenant des scènes comiques comme Araki sait si bien le faire. On a ainsi le droit à des séquences d'humour absurde, de part de la tranche de vie random, comme au moment où Ikuro se fera draguer par 3 minettes en chaleur. Un classique de JoJo désormais. Enfin, ces moments sont l'occasion de montrer le côté des méchants et l'avancée de la situation de leur point de vue. L'envoi d'un nouvel ennemi, la démonstration des pouvoirs du parasite Bao à des obscures personnes masquées en costard, que l'on devine être des sortes de membres du gouvernement qui contrôlent tout. Si ces séquences plus calmes sont des couplets, posant tranquillement les enjeux et créant doucement une montée en tension, tout viendra exploser au refrain, qui consiste donc en des gros combats bien vénères, faisant évoluer physiquement et mentalement Bao pendant leur cours, qui arrivent très souvent de manière brusque et imprévue, sans que ni les héros, ni nous, les lecteurs, n'y soyons préparés. Une construction qui atteindra son apogée au combat final, ultime refrain, encore plus long et intense, afin de terminer le manga, la chanson en apothéose. La comparaison d'Araki avec le rock est donc parfaitement pertinente.
Et surtout, vous voyez sûrement ce qui se dessine. Cette comparaison peut totalement être appliquée à Jojo. Parce que la structure narrative de Jojo, c'est quoi? Après chaque combat, on assiste à une scène intermédiaire, qui, comme dans Bao, consiste en soit nos héros qui avancent dans leur quête ou leur voyage, et qui évoluent pendant cette dernière, soit du slice of life basé sur la vanne, soit un point de vue des méchants. Cette scène viendra être brutalement stoppée par un ennemi qui sort de nulle part, souvent envoyé par l'anta principal, pour mener à un combat de stand violent, pendant lequel le gros du développement des personnages s'effectuera. Combat, scène tranquille, combat, scène tranquille, et ainsi de suite jusqu'à l'ultime combat. Ça marche particulièrement bien avec les stands, les parties les plus représentatives de cette structure étant évidemment Stardust Crusaders et Golden Wind, mais on retrouve aussi ça dans les deux premières parties en vérité. Mais là où, pour certains, cette structure peut s'avérer répétitive et ennuyante, ici, en 2 petits tomes, c'est juste un régal, qui nous fait tenir en haleine tout du long. J'aimerais commencer par revenir sur les phases de combat, puisque majoritaire est tout le sujet du manga exploré par Araki, se battre avec les muscles. Ces combats prennent donc la forme de bonnes grosses joutes musclées entre Bao et ses assaillants, usant des deux côtés de diverses techniques en tout genre. Du côté des ennemis, ça va utiliser des classiques couteaux, lance-flammes et pistolets, mais aussi des animaux transformés chimiquement, des cyborgs, ou encore des trucs plus farfelus tels que des armes biologiques ayant la capacité ni plus ni moins que de faire vibrer les atomes. Ikuro, lui, utilisera tout son arsenal de capacités offertes par le parasite Bao. L'occasion donc de parler un peu plus en profondeur de ce personnage principal, absolument fascinant. La principale caractéristique d'Ikuro, c'est que, dès lors qu'il est en danger, il va se transformer en Bao. Il gagne ainsi des capacités physiques surprenantes, une résistance accrue, ainsi que le pouvoir de se régénérer, et de durcir sa peau. Visuellement, Bao arbore ainsi une peau rocheuse et craquelée, des yeux dépourvus de pupilles, avec une roche devant l'un d'entre eux, qui fait d'ailleurs étrangement penser au morceau de rocher de Josuke 8, et une sorte de rocher sur son front. Commençons par ce qui est évident, j'aime de tout mon cœur ce design. Il cristallise à lui tout seul l'esthétique des monstres des mangas et animés des années 80 que j'adore. Il dégage une vraie prestance, un sentiment d'inconnu, absolument amplifié quand Araki dessine Bao avec son style actuel. J'aime aussi énormément le contraste entre la créature et les habits d'Ikuro, représentant parfaitement cette idée de créature biologique étrange, s'invitant dans le corps d'un humain lambda, faisant partie de l'espèce qui l'ont créé. Chaque cover, chaque page couleur comportant Bao est magnifique, et ce n'est pas étonnant qu'il ait servi d'inspiration à Star Platinum. Même thématiquement, cette idée de dualité entre un humain lambda et son double étrange ayant des capacités surnaturelles rappelle évidemment les stands, à la différence près qu'ils n'alternent pas entre eux, quoique ça arrive, mais qu'ils sont plutôt une entité fantomatique se tenant derrière eux. Sachant cela, le premier stand apparaissant dans le manga ne pouvait être qu'une allusion à Bao, la boucle est bouclée. Pour se battre, Bao utilisera les différentes capacités biologiques octroyées par le parasite. Possédant tout un nom plus ou moins explicite et exubérant commençant par Bao et se terminant par Phénoménon, elle pourrait à elle toute seule, en étant un peu plus développée, consister en le concept d'un stand complet. Jeter ses cheveux qui explosent au contact de la peau, sécréter de l'acide de ses mains, sortir une lame de son bras tel que Cars le fera 3 ans plus tard. Autant d'attaques basées sur des changements biologiques et chimiques, ultra simples à comprendre mais qui, un peu complexifiés, pourraient faire un parfait stand. Et c'est même le cas. Qu'est-ce que Green Day, sinon qu'un Bao Melted in Palm Phénoménon, se déclenchant non pas au toucher mais plutôt en perdant de l'altitude? Qu'est-ce qu'un Love Deluxe, sinon qu'un Bao Shooting Beast Stinger Phénoménon avec plus de possibilités? Chacune des attaques de Bao, et même de tous les personnages en vérité, causeront des effets dévastateurs sur les corps des malheureux qui se prendront ces coups, amenant une bonne dose de body horror bien caractéristique de Jojo. Dès les premières parties avec Londres, mais encore plus avec les stands, détruisant de manière toujours aussi répugnante les corps et visages de nos personnages. Aussi un truc que j'adore, il y a une vraie volonté d'expliquer chaque pouvoir scientifiquement. On a le droit à des pages entières d'explications sur pourquoi Bao ne fond pas quand il fait fondre ses ennemis, ou encore comment il arrive à créer de l'électricité. Personne n'avait demandé. Le récit aurait fonctionné sans ça, mais c'est ce souci du détail qui fait toute la différence et qui vient donner corps à ses pouvoirs, les rendre tangibles et impactants. Un procédé qu'Araki gardera bien au chaud dans Jojo, pour le ressortir à différents moments importants, afin d'expliquer certains pouvoirs et éviter le Deus Ex Machina, comme la gravité et le nombre d'or lors du combat contre Valentine. Un procédé qu'il aurait dû mieux utiliser lors du combat final de Jojo Lion, exactement oui. Bref, vous l'avez compris, ces combats ont beau être violents et bourrins,
Ils restent à leur manière précurseurs des stands. En fait, ils sont très similaires à ceux des 2 premières parties. Sans pour autant être des combats composés à 90% de stratégie mentale de fous furieux, les combats de Phantom Lord et Battle Tendency laissent une grande part à l'intellect, de par l'utilisation ingénieuse du pouvoir principal, l'onde. Ici c'est pareil, à la différence près que nos personnages ne se battent pas avec de l'onde, mais avec des pouvoirs qui leur sont propres à chacun. Revenons au fil conducteur principal. Le principal élément qui rend ces combats palpitants à suivre, c'est notre protagoniste, Ikuro Ashizawa, et son évolution lors de ces derniers. Car il n'est pas seulement fascinant visuellement parlant, mais aussi conceptuellement, de par ses actions et ses caractéristiques. Je l'ai consciencieusement évité jusqu'à maintenant, mais lorsque Bao prend le dessus sur Ikuro, il est le seul à maîtriser le corps. Sous cette forme, Bao ne voit rien, n'entend rien et ne sent rien. Son seul sens actif est le toucher. En fait, l'espèce de pierre présente sur son front est un capteur sensoriel lui faisant ressentir ses sens, de par le toucher. C'est peut-être nébuleux. Voyez ça comme l'idée d'un son, d'une odeur ou d'une vision qui va venir se transformer en une impulsion qui touche son capteur sensoriel, et ainsi faire parvenir à Bao tous ses sens de manière détournée, uniquement par le toucher donc. C'est un concept bizarre et assez perturbant au début, mais je trouve l'idée exceptionnelle, simplement de par son concept initial. Mais c'est aussi et surtout grâce à la manière dont ce concept est utilisé pour faire évoluer Bao. En effet, Bao est un parasite qui évolue au fil des jours et des combats, développant de nouvelles capacités. Ces capacités peuvent simplement être de nouvelles attaques, mais aussi la possibilité de sentir de nouvelles émotions, émanant d'autres individus, de recevoir d'autres impulsions. Au début, Bao ne réagit qu'aux intentions meurtrières, le faisant penser « Je dois faire disparaître cette odeur !» et ainsi attaquer dans le but de se défendre lui-même grâce à l'adrénaline, et dans ce seul et unique but. Mais au fur et à mesure du récit, Bao pourra détecter intention meurtrière à l'encontre non pas de lui, mais de Sumire, ou encore l'odeur de cette dernière lorsqu'elle est en danger. On a affaire donc à une espèce qui développe de nouvelles capacités en fonction des sentiments de son hôte. En l'occurrence, ceux visant à protéger Sumire, provenant du jeune homme bon et innocent, Ikuro Ashizawa. Vous imaginez bien que l'idée sera de finir par contrôler totalement le parasite, de manière à ce qu'Ikuro soit totalement maître de ses mouvements une fois transformé. Mais je n'ai pas envie de vous spoiler la tournure des événements. Retenez juste que cette idée apporte des super développements et des scènes mémorables. Je pense particulièrement à celle du train pour ceux qui l'ont vu. Et l'ultime pierre qui va s'ajouter à l'édifice du charisme de Bao, c'est le narrateur. C'est un thème qui va être récurrent dans cette vidéo, mais c'est normal, c'est véritablement la marque de fabrique d'Araki, et il est trop fort là-dedans. Dans Bao le Visiteur, on sera accompagné du début à la fin par un narrateur omniscient totalement externe au récit, contrastant donc avec le narrateur de BT qui lui y était intégré. Ce dernier sera en effet là à chaque fois pour crier ce qu'il se passe de manière ultra enjouée. En dehors de ses explications quant à la situation actuelle du récit, le plus intéressant, c'est quand il vient décrire les actions de Bao, se plaçant même au sein de son esprit, des trucs du genre. Cela faisait 4 jours qu'il était sorti du train. Après tous ces combats, Bao avait appris à faire certaines distinctions. Ses ennemis et ses alliés, l'odeur de l'hostilité, l'odeur de la peur, l'odeur de la tristesse. Et cette odeur insupportable, Bao la ressentait de tout son être. L'odeur de l'ennemi, c'était cette créature qui en avait après lui. Il devait arrêter cette odeur. Ça accentue tellement le côté arme biologique qui évolue mais qui ne peut pas parler. On s'attache à Bao de par le narrateur en fait. Ça, et de par les petits bowls, tout mignons qu'il sort de temps en temps. On arrive à percevoir le changement d'intonation selon la situation. Là où c'est fou, c'est que plus Ikuro prendra le dessus, plus le narrateur s'éclipsera pour laisser Ikuro parler à sa place, pour dire ce qu'il ressent directement. Je trouve ce procédé narratif absolument brillant. Évidemment, cette idée de narrateur omniscient qui raconte ce qu'il se passe sera repris dans Jojo, dans les combats des 2 premières parties et dans les flashbacks des parties à stand. Mais ça ne sera jamais autant pertinent et bien fait que dans Bao. Ici, ça sert véritablement la narration, en plus d'évidemment apporter un côté exaltant, un peu kitsch mais terriblement efficace. Comme quand le narrateur crie les attaques de Bao quand ce dernier les sort, juste avant une petite explication. Pitié David Productions, faites un truc. J'imagine tellement le narrateur actuel crier tout ça avec sa voix si typique. Ah bah en fait, All Star Battle l'a déjà fait, et ça rend merveilleusement bien. Merci beaucoup CyberConnect 2. Enfin voilà. Son design, ses techniques, ses poses, son narrateur, son évolution, j'adore Bao. Et j'aime tout autant Ikuro Ashizawa, un personnage simple mais touchant.
magnifié par ce sublime concept de parasite évolutif. Araki a écrit Bao dans une période où l'on commençait à parler de manipulation génétique et de clonage. En témoignent les œuvres majeures de l'animation japonaise, qui suivront quelque temps après, telles qu'Akira ou Ghost in the Shell. Il trouve les gènes fascinants, mais aussi un peu tristes vu d'une certaine manière. Il y a en effet comme une sorte de fatalité dans l'ADN. On en est totalement dépendant. Tout est écrit dès la naissance, et il est impossible d'y remédier, du moins naturellement. Ce qui arrive à Ikuro entre totalement dans la veine de cette idée. Il a été investi de force d'un parasite ayant entièrement modifié son ADN, comme une seconde naissance modifiant complètement sa structure génétique, pour en faire une arme et l'accublant d'une malédiction contre son gré. Je trouve ça fascinant qu'Ikuro arrive petit à petit à contrôler son parasite, défiant la fatalité évoquée par Araki lui-même dans son récit. Les personnages de Bao le Visiteur sont donc très cool. La relation entre Sumire et Ikuro est touchante, et évolue de manière vraiment pertinente. Certains personnages secondaires sont très appréciables, et me font ressentir beaucoup de tendresse. RPZ les deux vieux, je vous aime. Et quant aux antagonistes, je ne dirais pas qu'ils sont marquants, encore moins attachants, mais ils font le café, et le font sacrément bien. On a affaire là à un groupe de scientifiques développant des armes biologiques, qu'on peut apparenter aux nazis de Battle Tendency. La scène montrant les pouvoirs de Bao sur un chien est de manière évidente la source d'inspiration principale de la scène de démonstration sur Santana, dans cette même partie. Pour le coup, c'est full manichéen. Ils sont horribles, purement maléfiques, et n'hésitent pas à tuer des innocents et à foutre le bordel en ville sans vergogne, comme le fera notre cher Dio quelques années plus tard. Ils sont carrément grotesques, encore plus que dans BT, car là il y a le design et la violence bien graphique qui va avec. De l'énorme montagne de muscles au regard mauvais, uniquement motivé par une idée, se battre à mort, au chef de l'organisation sans scrupules, faisant tout pour tuer Bao jusqu'à aller sacrifier ses sous-fifres, en passant par le clone de Stallone et le gros singe génétiquement modifié pour bouffer tout ce qui bouge. On a là le bestiaire, si j'ose dire, complet, des shonen de l'époque à la Hokuto no Ken, et encore plus des premières parties de JoJo, où l'on retrouve des types d'ennemis carrément similaires. On retrouve aussi cet aspect démesurément grand dans leurs proportions, la marque de fabrique des deux premières parties de JoJo. Le ton du manga est donc plus violent, crade, sombre, adulte entre gros guillemets, que BT. Là où la précédente œuvre d'Araki était burlesque et décomplexée avec des scènes assez osées, ça restait très gentil dans sa représentation de la violence, sûrement dû à un trait de dessin tout doux, et car les protagonistes étaient des enfants. Bao, ça se prend plus au sérieux, mais pour autant ce côté ultra grotesque dans les ennemis, et aussi dans le déroulement des combats, ça dégage un sentiment de familiarité, quelque chose d'attachant. On retrouve ce sentiment de manga honnête, et ce, sûrement grâce à plein de facteurs, entre autres le message plein de tendresse de l'œuvre, la fameuse volonté d'expliquer des pouvoirs scientifiquement pour nous faire croire à tout ça, et surtout, ces antagonistes purement maléfiques et mauvais qui viennent en fait servir la narration. Ça renforce carrément notre attachement à Ikuro, lui qui a été victime d'expériences immondes qui ne méritaient pas ça du tout. En dépeignant des méchants objectivement horribles, on ne peut que s'identifier à lui, et excuser la violence avec laquelle Bao viendra à bout de ses agresseurs. Comme l'arme biologique qu'ils avaient créée se retourne contre eux en se vengeant de manière bien violente, on ne peut que se dire « c'est vraiment des merdes ces types, c'est mérité ». Du manichéisme certes, mais du manichéisme qui fonctionne de fou. De toute manière, l'œuvre n'avait pas vocation une seule seconde à dépeindre des personnages moralement ambigus. La manipulation génétique, notamment pour créer des armes, c'est mal. Il faut arrêter ça avant que ça dégénère, parce que ça fait flipper et c'est tout. Voilà le message qu'Araki voulait faire passer à une heure où ça parlait beaucoup de ça, où on commençait à en avoir peur, et le ton sérieusement grotesque saupoudré d'un peu d'espoir de Bao le Visiteur est absolument parfait pour ça. J'aimerais maintenant terminer cette partie sur Bao en parlant de l'évolution du style graphique d'Araki. Mais avant, je vais faire comme pour BT et citer quelques éléments précurseurs de JoJo en vrac. Son attrait pour la description poussée d'espèces fictives était déjà hyper présent, avec cet écureuil moche qui a le droit à sa page entière d'explications, à la manière des Rhodes ou des Hommes Rochers. On retrouvait déjà cette idée d'artefact comme élément central, un espèce de MacGuffin, ici avec le parasite Bao, et plus tard, avec le masque de pierre, la flèche ou le Lokakaka. On retrouve déjà ces personnages secondaires qui commentent les actions du combat en plus du narrateur, procédé évidemment ultra utilisé dans beaucoup de shonen, et bien sûr JoJo. Enfin, Bao et ses évolutions font beaucoup penser aux Hommes du Pilier. Je pourrais évoquer un autre élément important que partagent les deux œuvres, mais ça relève du spoil, alors je vous laisserai découvrir, et ça vous sautera aux yeux c'est sûr. Visuellement donc,
Ça se rapproche bien plus des premières parties de JoJo que de Magical BT. On ressent un sacré gap entre les deux œuvres. Des traits gras et cartoonesques, on passe aux énormes bonhommes aux muscles détaillés et aux body horror bien crades. Le tout est tout de même parsemé de cases plus légères au fond blanc, centrées sur les émotions pures des personnages, nous faisant souffler entre deux combats hyper violents. Il y a de très belles planches bien impactantes, dont certaines doubles pages hyper dynamiques, et de nombreuses idées de mise en scène et de découpage vraiment très cool. Je pense par exemple au rat, qui va mourir pour révéler qu'un gaz toxique a été lâché par l'ennemi, avant que Bao soit lui-même touché à son tour, amenant un sentiment de danger imminent, ou encore à la case épousant la forme des balles tirées sur Sumire, créant une tension de malade. Le manga dégage constamment une sensation de puissance et de classe que j'adore. Cette perspective, ce découpage, ces explosions, quel bonheur. On retrouve aussi du katakana, notamment sur les planches révélant un personnage ou dépeignant une action importante et soudaine dans un combat, et ce bien plus qu'à l'accoutumée dans les mangas de l'époque, ainsi que des poses dynamiques, et même quelques covers de chapitres avec des tenues originales, comme BT l'a fait pour la cover de son dernier chapitre d'ailleurs. Le squelette de Jojo est carrément en train de se créer. Le style de Bao est très proche de celui de Phantom Blood, mais qui va tout de même s'éloigner suffisamment pour que les deux mangas aient leur propre identité, notamment avec l'utilisation de plus de noir et d'ombre, ainsi que des décors plus détaillés. On retrouve surtout deux différences majeures entre les deux œuvres qui changent tout de même beaucoup de choses. La première, la lisibilité de l'action. Je ne sais pas si c'est dû à des angles de vue complexes, un découpage parfois trop détaillé et parfois pas assez, mais les actions des combats de Bao demandent souvent beaucoup d'attention, pour être pleinement comprises et assimilées. Les tons plus sombres et les décors de Phantom Blood ne vont clairement pas aller dans ce sens, demandant encore plus d'efforts et même de décortiquer les planches parfois pour saisir les combats. Cette lisibilité pas toujours exemplaire dans les combats, c'est un gros boulet qu'Araki se traîne toujours plus ou moins actuellement. Et c'est normal, étant donné les pouvoirs hautement complexes de certains stands. Et surtout, quand on arrive à déchiffrer ce qu'il se passe, c'est toujours fou, les combats étant remplis de chorégraphies à tomber par terre. Ça reste carrément lisible dans tous les cas, on est carrément loin du niveau de complexité de certains combats de stand, et je ne pense pas que ce soit un mal de devoir se concentrer pour comprendre les actions d'un combat. Ceci dit, la transition BT Bao Phantom Blood est clairement témoin d'une dégradation graduelle de la lisibilité de l'action, pour autant complètement logique et allant de pair avec la complexification des pouvoirs donc. Et la deuxième différence avec Phantom Blood, représentant l'élément graphique avec lequel j'ai le plus de mal dans le style d'Araki pendant BT et Bao, sa manière de dessiner les yeux. Cette idée de yeux ronds et globuleux, avec un cercle vide supplémentaire autour de la pupille, j'aime pas du tout. Je dis pas que ça fait passer moins d'émotions ou quoi, il suffit de voir Ikuro qui a un regard pour le coup absolument merveilleux, mais juste, purement visuellement, c'est une esthétique qui me touche moins. Et c'est étrange, dans la mesure où Araki ne dessinait pas ses yeux comme ça dans ses premiers one-shots, se contentant de faire un rond noir avec un point blanc au milieu, et non plus dans Irene ou Phantom Blood, dans lesquels il supprimera ce cercle vide, et agrandira la taille des yeux pour que la pupille vienne épouser la hauteur. Ça peut paraître être du chipotage, du point de détail, mais regardez cette case, dans laquelle Ikuro est étrangement dessiné avec les yeux de Phantom Blood. Comparé avec cette autre case, dans laquelle l'expression est la même, il ne dégage pourtant pas du tout la même aura. On dirait carrément Jonathan ici. Là où je veux en venir, c'est que l'évolution du style graphique d'Araki se fait à une vitesse vertigineuse. On le remarque déjà avec les parties de Jojo. Son style est en constante évolution et parfois ça va très vite. Ceci dit, plus on avance et plus c'est timide. Entre la fin de Steel Ball Run et le début de The Jojo Lands, il y a une différence, oui, mais c'est loin d'être flagrant. Pourtant, plus de 12 ans séparent les deux œuvres. Alors qu'en regardant ne serait-ce que le début de Diamonds Unbreakable et la fin, c'est radical. Eh bien, c'est la même chose ici. Ça va très, très vite. Et cette recherche de style, c'est quelque chose qui travaillait beaucoup Araki à l'époque. Pour être honnête, à cette époque, je n'avais pas vraiment d'idée sur ce qu'était mon propre style. Pour tous les mangaka professionnels, on peut jeter un coup d'œil à une illustration et se dire en un instant « Tiens, c'est ce dessinateur ». Mais dans mon cas, je n'avais aucune idée de comment créer mon propre style. Quand j'essayais de dessiner d'une façon spéciale, on me disait que c'était un peu trop étrange et moche. Et quand j'essayais de bien dessiner, on me disait « Tiens, on dirait le dessin de tel mangaka ». J'ai dû avancer à tâtons dans l'obscurité. Bref, ces histoires, je les ai dessinées à une époque où je pensais tout ça. On comprend tout de suite bien mieux ces changements de style incessants à ses débuts. Comme je l'ai brièvement évoqué au début de cette partie dédiée à Bao, la réalisation de ce manga a été marquée par le déménagement d'Araki à Tokyo. Cette arrivée à Tokyo a été l'occasion pour lui de s'ouvrir au monde et de découvrir plein de nouvelles créations, de nouvelles œuvres.
Il cite 3 auteurs dont il disait être tombé amoureux. Frank Frazetta, Enki Bilal, Cocorico, et Antonio Lopez. Et en voyant leurs dessins, tout devient évident. Comment ne pas penser aux ennemis grotesques aux muscles saillants, aux animaux au visage déformé plein de haine, en voyant les toiles de Frank Frazetta? Comment ne pas relier les décors post-apocalyptiques et l'esthétique cybernétique des dessins d'Enki Bilal à l'incroyable univers de Bao le Visiteur, dévasté, crasseux, et rempli de modifications génétiques? Enfin, pour la plus évidente, le style bariolé, plein de couleurs, de vêtements de mode et de poses étranges d'Antonio Lopez est carrément devenu la marque de fabrique d'Araki au fil du temps. Même les visages ressemblent énormément à ceux des récents personnages du maître. Certains dessins pourraient être tout droit tirés d'une illustration couleur de JoJo, que beaucoup d'entre nous y croiraient, sincèrement. Araki dit qu'il a aussi découvert la mode en arrivant à Tokyo, en particulier de par les productions de Missani et Versace, exposées dans les vitrines des magasins. Enfin, ayant désormais accès à MTV, il a pu découvrir les tubes de la musique américaine, Madonna, le rap, ce qui l'a grandement ouvert sur le monde musical. Monde musical qu'il adore évidemment tant référencé dans ses mangas. Toutes ces découvertes sont désormais des éléments essentiels du style d'Araki. Il intégrera petit à petit toutes ces références dans son œuvre phare, pour finalement réussir à trouver ce fameux style qui le travaillait tant. Le dessin d'Araki a beau évoluer sans cesse, constamment, et si ça continuera jusqu'à la fin, reste que malgré tout, qu'on voit un dessin de la partie 3 ou 9, on reconnaît le style d'Araki. Il y a toujours une base commune, une esthétique propre à lui, qui fait que son style est reconnaissable entre mille, même inconsciemment. C'est pour ça que cette période du début des années 80 est si importante pour lui. Alors qu'il ne savait pas trop où aller visuellement, c'est ici que tout son imaginaire s'est créé. Et grâce à ces nouvelles découvertes intégrées consciemment ou non dans son esprit, il sait désormais où aller. Le succès critique de Bao l'a amené à faire son premier voyage, avec comme destination l'Angleterre. Destination qui sera le théâtre des événements de la première partie de JoJo, Phantom Blood, quelques années plus tard. Mais avant, il nous reste un dernier fragment de la Triforce des inspirations de JoJo's Bizarre Adventure. Se battre avec l'esprit, c'est fait. Se battre avec les muscles, c'est fait. Et magnifiquement bien d'ailleurs. J'adore Bao le Visiteur. C'est sans aucun doute mon œuvre préférée d'Araki avant JoJo. Ça reste un objet d'étude fascinant des dizaines d'années plus tard, et toujours un manga hyper agréable à lire, qui se tient très bien à lui tout seul. Maintenant, il est temps pour Araki de mettre en application concrète ses inspirations d'Antonio Lopez, de rendre honneur à la mode qu'il aime tant. Il est temps pour Araki de pousser encore plus loin les étranges poses dynamiques que faisaient parfois les personnages de Bao. Il est temps pour Araki de terminer de définir son style avant de s'atteler à la création de l'œuvre de sa vie. Éloignons-nous l'espace de quelques instants des gros hommes virils aux muscles saillants qui foutent des patates de forain, pour aller vers un peu plus de féminité. Car que seraient les hommes de JoJo, aussi musclés soient-ils, sans leur côté androgyne qui fait toute la différence? Sans ces poses extravagantes, ces vêtements au design complexe inspirés de la mode. Ce seraient des hommes de shonen basiques, dénués de la patte JoJo qui change tout. On peut donc remercier Gorgeous Siren, qui va venir instaurer le dernier pilier. Se battre avec style. Dernier manga dessiné par Araki avant la publication de la première partie de JoJo, le cas de la publication de Gorgeous Siren est plutôt surprenant. En effet, le manga est divisé en 2 chapitres d'environ 40 pages, ce qui en fait d'ailleurs de loin l'œuvre la plus courte étudiée dans cette vidéo, dont le premier chapitre a été publié le 1er octobre 1985 dans le Weekly Shonen Jump. Rien de bien révoltant donc, jusqu'à ce que je découvre les circonstances de parution du 2e chapitre, puisqu'il a en effet été publié dans le Super Jump, magazine de la Shueisha ayant rejoint le Fresh Jump, dans le cimetière des bimensuels de la maison d'édition, et ce, le 29 décembre 1986. Et si l'écart de sortie entre les 2 chapitres est aussi grand, c'est ni plus ni moins parce qu'Araki a commencé la publication de Phantom Blood entre-temps, le manga ayant débuté le 2 décembre 1986. Je ne connais pas les détails du pourquoi du comment, alors je peux juste en déduire qu'Araki avait soudainement envie de dessiner des femmes après avoir publié 3 chapitres d'hommes musclés. Bref, malgré sa courte durée, Gorgeous Siren aussi est une œuvre plutôt appréciée et bien référencée dans JoJo et ses diverses adaptations. Avec par exemple un Dio lisant Gorgeous Siren, dans le premier chapitre de Phantom Blood,
ou encore son nom apparaissant furtivement lorsque Joseph utilise Hermit Purple sur la télé dans Stardust Crusaders. Ces références sont bien plus timides. On a à mon grand désarroi pas de personnage jouable dans le Star Battle, mais Irene reste une figure emblématique de l'œuvre d'Araki, connue de près ou de loin par tous ceux qui s'intéressent à ses créations. Sur ce, résumé. Gorgeous Irene s'ouvre sur une magnifique planche montrant une jeune fille se maquillant, accompagnée d'une citation de Jean Cocteau, poète français. Elle ment avec son corps, mieux que l'esprit n'imagine, les mensonges du décor. Derrière cette citation se cache le concept du manga. Irene Lapona, jeune fille sicilienne de 16 ans, est d'ordinaire calme, naïve, amicale. Mais dès lors qu'elle se maquille avec son maquillage de combat, elle devient une tueuse à gages sans pitié, se battant en usant de ses charmes, ses différents maquillages et autres techniques d'hypnose. Elle descend en réalité d'une famille d'assassins, et pour s'offrir ses services, il ne faut pas la payer, non. Il suffit de lui promettre son amitié éternelle. Un prix qui témoigne en réalité d'une jeune fille terriblement seule en temps normal à cause de son enfance sans parents. Ainsi, on la verra se battre contre des chefs de mafia et des assassins aux côtés de ses clients, toujours avec pour objectif de servir la justice. Le concept de Gorgeous Irene est simple, mais terriblement efficace, et parfaitement mis en scène, en plus d'être bourré de subtilité. J'aimerais commencer par revenir sur le style, car c'est véritablement l'aspect le plus surprenant quand on sort de Bao. Le découpage de l'action reste similaire. À base de grosses cases ou de pleines pages remplies de katakana sur les actions importantes et autres révélations de personnages ou d'attaques, le style est reconnaissable sur les visages des personnages et leurs expressions faciales, mais quelques subtiles différences viennent faire de Gorgeous Irene un véritable vent de fraîcheur. Déjà, et ça c'est le plus important, on voit des femmes, principalement. Que ce soit la protagoniste ou les antagonistes principaux, ce sont toujours des femmes. Attardons-nous quelques instants sur Irene si vous le voulez bien. Son design est exceptionnel. Belle, sexy, aux expressions faciales pleines de vitalité, ce personnage est un des designs féminins les plus réussis d'Araki. D'ailleurs, je trouve qu'il dessinait bien mieux les femmes et leur corps au début de sa carrière. Il suffit de voir les dessins d'Irene plus récents, desquels je suis pour le coup carrément moins fan. C'est beau, c'est du Araki bien sûr, mais je sais pas. Cette volonté de dessiner tous les os du corps dans le détail réduit grandement le côté sexy d'Irene. Ses expressions faciales plus fades et désintéressées ne rendent pas non plus hommage au sourire malicieux et enjôleur de la Irene originale. Du côté des antagonistes, on retrouve là des femmes totalement à l'inverse du sexy par contre. Musculeuses, androgynes, ragoûtantes, dérangées, moralement horribles, mention spéciale à la géante Lopère qui broie un chat vivant avec ses propres mains, c'est carrément les mêmes types de méchants que dans Bao, à la seule différence que ce sont des femmes. Et ma foi, j'aime beaucoup ça. C'est rare de voir des femmes aussi répugnantes, autant que les antagonistes masculins. Et je trouve que le contraste avec Irene fonctionne du feu de Dieu. Araki dit qu'il a initialement dessiné le manga pour tester sa capacité à dessiner des filles, et que selon lui, il l'a foiré. Je sais pas si ce sont ces antagonistes trop androgynes et crades qui lui font dire ça, mais en tout cas je ne suis absolument pas d'accord. On a là selon moi la preuve ultime que la structure narrative et le style d'Araki peut parfaitement s'adapter aux femmes. Des antagonistes répugnants et un prota au design réussi et mémorable. Bao d'un côté et Irene de l'autre, l'un se battant avec ses poings et l'autre en hypnotisant ses adversaires en jouant de ses charmes, dans les deux cas ça marche super bien. Il faudra donc attendre 14 ans pour qu'Araki ose lancer un manga dont le protagoniste est une femme dans un magazine pour jeunes garçons. Et se rendre compte qu'en effet, ça marche carrément. Et c'était sûr que ça allait marcher. Que ce soit dans Irene ou dans Stone Ocean, les deux mangas ont beau dépeindre des belles femmes en tant qu'héroïnes, ça dégage toujours autant de testostérone. Et ce, grâce au style burlesque toujours maîtrisé d'Araki. Je pense qu'il y a peu de shoujo où ça se met des gigamandales en prison, et où des femmes utilisent des tronçonneuses pour se battre. Alors pour avoir cassé les codes des shonen, et même avoir montré qu'on pouvait dépeindre des femmes tout aussi fortes et ou répugnantes que les hommes dans les mangas, bravo Araki. Il était définitivement en avance sur son temps, et ce dernier lui a bien rendu. Il est d'ailleurs clair à tous les niveaux qu'Irene est l'inspiration principale de Jolene, et ce n'est pas l'univers Sampucci qui va venir me contredire. Ce nom a d'ailleurs été choisi simplement car il le trouvait mignon à l'oreille. Irene. C'est vrai que c'est classieux. J'ai un peu divagué, revenant sur les dessins. Une autre différence importante avec Bao, c'est bien sûr l'arrivée des tenues extravagantes bien inspirées de la mode, et les poses qui vont avec. Ces dernières préfiguraient déjà dans le précédent manga d'Araki, mais n'étaient globalement présentes que sur quelques covers. Ici, c'est intégré au manga. Que ce soit du côté des antagonistes ou d'Irene, avec des tenues toutes plus classes les unes que les autres, on a affaire là à un manga qui met en scène des personnages stylés, vestimentairement du moins. Cette évolution graphique vers le style classieux que l'on connaît se ressent particulièrement lors des transformations d'Irene.
Elles se termineront en effet toujours par une pose originale, dévoilant sa nouvelle tenue avec des gros katakana, un classique dont Araki ne se séparera jamais. Il en va de même pour les covers et autres pages couleurs, où il se permet même de faire porter à sa protagoniste des vêtements originaux n'apparaissant pas dans le manga, juste pour le kiff de reproduire des tenues de mode qu'il apprécie. Et les exemples dans Jojo ne manquent jamais. Ce style atteindra bien sûr son sommet à partir de la partie 5, mais il ne faut pas oublier que les 3 premières parties étaient aussi truffées de tenues classieuses, originales, et de poses extravagantes. Et si cette esthétique a été construite de manière graduelle, comme on l'a vu au cours de cette vidéo, c'est bien avec Gorgeous Siren qu'elle atteindra sa forme définitive, telle qu'on la retrouve dans Jojo. J'aimerais maintenant parler des combats, structurés de manière à la fois similaire et différente de Bao. Ces derniers mettent en scène un ennemi ayant toujours une capacité propre, qu'il détournera pour en ressortir plusieurs attaques. Et ça fonctionne donc exactement de la même manière que dans Bao. Là où ça diffère, c'est avec la manière dont Irene elle-même se bat. Comme je l'ai évoqué brièvement, et c'est pourquoi j'ai tant insisté sur ce côté sexy, Irene va en fait se battre en hypnotisant l'adversaire grâce à ses charmes. Un exemple. Elle va lors du premier chapitre, effectuer ce qu'elle appelle la danse de la mort. Ça consiste en fait à esquiver les attaques de son adversaire de manière millimétrée, classieuse, rythmée, de manière à créer une danse si belle et envoûtante qu'elle hypnotise son ennemi. Et pour rendre le tout encore plus puissant et efficace, elle n'hésite pas à se déshabiller et à utiliser un parfum fortement aphrodisiaque, de manière à littéralement charmer son adversaire pour qu'elle ne puisse plus effectuer un seul mouvement, voire même faire tout ce que lui demande Irene, y compris purement et simplement de se suicider. Maintenant vous comprenez pourquoi ce côté sexy dans le dessin est important. On doit ressentir toute la beauté d'Irene et de ses mouvements pour pouvoir se mettre à la place de l'adversaire, et comprendre pourquoi il est hypnotisé. Et Araki y arrive parfaitement. Déjà parce que oui, en effet, Irene est particulièrement belle, et surtout, le découpage est brillant. C'est superbement bien mis en scène. Les gros plans sur ses yeux, ses mains, ses jambes, ses dédoublements dans certaines cases, ses positions avantageuses et classieuses, ses vêtements qui tombent légèrement pour révéler des parties de son corps, on ressent le poids, l'élégance de chaque mouvement, et on se fait entraîner dans sa danse en même temps que l'horrible femme qui lui sert d'ennemie. Et le tout sans que ça soit grossier ou que ça tombe dans le fanservice. C'est loin d'être vulgaire, c'est simplement sexy et harmonieux. Et bien sûr, ça sert le propos, et c'est nécessaire à la structure des combats, de par le fonctionnement inné du pouvoir d'Irene, et l'explicitation qui doit aller avec, pour qu'on comprenne comment les ennemis sont défaits, comme je l'ai expliqué juste avant. D'ailleurs, sur le côté vêtements qui tombent pour révéler les bzaises, voilà comme ça on dit les termes, j'aime beaucoup le contraste entre Irene et les Anta. Ça arrive des deux côtés, mais si pour Irene ça sert le côté sexy et élégant de sa danse, chez les Anta, ça accentue juste leur côté crade, dégueu et désinvolte. C'est dans tous les cas très osé, et je souligne une fois de plus ce côté que j'adore chez Araki, particulièrement visible dans Gorgeous Siren. Que ça soit des hommes ou des femmes, c'est le même traitement. Il peut faire ses personnages dégueulasses ou stylés, vertueux ou maléfiques, les habiller ou les déshabiller comme il veut, sans traitement de faveur ni aucune distinction entre les genres. Et je sais pas, je trouve ça cool. On retrouvera d'ailleurs l'aboutissement de tout ça avec le récent personnage de Dragona, avec lequel Araki ne se pose même plus la question de s'il doit dessiner une femme ou un homme. Bref, digression terminée. Les pouvoirs présentés dans Gorgeous Siren pourraient, comme dans Bao, être des stands à eux tout seuls. Ça va même encore plus loin ici, avec des pouvoirs très originaux du côté des méchants que je vous spoilerai pas, mais qui n'ont même pas besoin d'un moveset plus large pour faire de merveilleux stands. Ces combats sont en tout cas très lisibles, étonnamment plus que dans Bao, et hyper agréables à suivre. Il n'y a que 2 affrontements dans Gorgeous Siren, un dans chaque chapitre. Et si le premier, que je viens de vous décrire, est excellent, malheureusement le deuxième fonctionne beaucoup moins bien. Il se base sur d'autres ressorts que la danse d'Irene, jouant toujours sur des techniques d'hypnotisation, mais de manière beaucoup moins pertinente et unique à mon humble avis. On a vraiment l'impression de lire du BT en fait. En parlant des différences entre les 2 chapitres, il va falloir que je revienne sur un truc hyper intéressant. Rappelez-vous au début de cette partie, je vous avais dit que le second chapitre était sorti après le début de Phantom Blood. Et ce qui est fou, c'est que bien, ça se ressent. En dehors du style graphique qui évolue logiquement, le second chapitre mettant en scène des visages plus ombrés et détaillés à la Phantom Blood, les 2 chapitres arborent un ton très différent. Déjà dans l'univers. Le premier chapitre ne s'étend pas plus que ça sur son monde, ne montrant de l'extérieur du palais dans lequel se déroule la majorité de l'action, qu'une ville américaine, je cite, tout à fait ordinaire, avec des immeubles et des petits arbres parfaitement classiques. Alors que dans le chapitre 2, on nous dépeint les bas quartiers d'un univers post-apo,
détruit de partout et rempli de vils bandits sans scrupules à la Hokuto-no-Ken, ou à la porte de la chapelle, c'est vous qui voyez. On a aussi le droit dans ce chapitre à beaucoup plus de caractérisation pour le personnage d'Irene. Elle a le droit à son flashback narré par un narrateur externe à la JoJo, et on la voit bien plus sans maquillage, sous sa forme de jeune fille naïve et innocente. Le gros de ce chapitre consistera en Irene qui essaye de survivre dans ce monde tout en fuyant un assassin envoyé pour une raison que je ne vous spoilerai pas. Le tout en étant accompagné de Michael, un agresseur qu'elle a charmé pour qu'il devienne son garde du corps. J'aime beaucoup la relation entre ces deux personnages, avec Michael qui deviendra de plus en plus bon en passant du temps aux côtés d'Irene. Comme si le charme innocent d'Irene le changeait involontairement, et lui donnait inconsciemment la volonté de la protéger. Une autre manière de représenter le charme d'Irene est son impact sur les gens, cette fois-ci bénéfique et plus subtil. Il y a globalement quelque chose de beaucoup plus humain qui se dégage de cette deuxième itération de Gorgeous Irene. Plus humain, mais aussi quelque chose de plus triste. En effet, si la voir faire confiance aveuglément à tous les malfrats qui cherchent à l'arnaquer fait sourire, c'est aussi un peu triste. Dans le premier chapitre, cette idée de fille triste à la base qui devient sexy et forte une fois maquillée était plus un procédé rigolo qu'autre chose. Oui, à ce côté, ses parents sont morts, et elle ne cherche que l'amitié, mais le ton reste léger. Elle-même en joue, et avec le sourire. Là, on a bien plus l'impression de voir une jeune fille meurtrie, triste, obligée de se maquiller pour fuir la réalité. Je ne sais pas exactement ce qui a déclenché ce changement de ton et cette volonté de rendre le personnage d'Irene plus tragique. Je miserais personnellement sur le ton global du début de Phantom Blood, lui aussi plutôt tragique, de par les tristes histoires de Jonathan et Dio. Il y a moyen qu'après avoir dessiné les premiers chapitres, il ait voulu doter Irene d'une backstory plus complète, et d'une personnalité plus marquée et malheureuse. J'aime en tout cas énormément cette tournure plus sombre. Le tout en restant évidemment burlesque, de par l'antagoniste du chapitre au design toujours aussi rebutant, et aux vannes de ce cher Michael, ressemblant d'ailleurs étrangement à Jonathan, voire même à Joseph par moments dans son caractère. En tout cas, Gorgeous Irene a lui aussi influencé Phantom Blood à sa manière. Cette appétence pour les bas quartiers crades, remplis de personnages dangereux et vils, provient sans aucun doute de ce second chapitre de La Belle Tueuse à gages. Il en va de même pour le cadre et les pays évoqués. L'Italie, les États-Unis. Des origines qu'Araki donnera à ses personnages des premières parties, et des pays qu'il ira également visiter plus tard, témoignant sans aucun doute de son voyage en Angleterre qui l'a ouvert sur le monde. Voilà, mon analyse de Gorgeous Irene était plus courte, et ce, tout simplement parce que l'œuvre en elle-même l'est, mais vous l'avez vu, elle n'en est en tout cas pas moins intéressante. C'est le manga qui introduit de manière la plus avancée tout le délire autour de la mode et des poses excentriques de Jojo, ainsi que cette envie de visiter d'autres pays. Mais c'est aussi un manga avec de vraies idées excellentes qui se tiennent à elle seule et lui offrent sa propre identité. Irene et son pouvoir, ce côté Magical Girl fusionné avec Hokuto-no-Ken et Bao, et surtout, son excellent traitement des personnages féminins, hyper en avance sur son temps, et malgré tout très rarement vu même dans les mangas actuels. En tout cas, sauf dans ceux d'Araki, car il réessayera en 2000 avec Stone Ocean, et réussira merveilleusement bien là où il pensait avoir échoué en 86. Araki évolue décidément aussi vite que le parasite Bao. Les 3 fragments de la Triforce sont désormais réunis. Araki peut à présent se lancer dans le dessin de l'œuvre qui lui offrira une renommée mondiale, et le suivra toute sa vie. Ça y est. Nous arrivons à la fin de ce long voyage dans l'œuvre d'Araki avant Jojo. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un long voyage absolument passionnant, au cours duquel on aura pu repérer tous les petits éléments préfigurant déjà de ce qu'allait devenir JoJo's Bizarre Adventure, l'œuvre magistrale que nous connaissons tous. Les procédés narratifs, les profils récurrents de personnages, les designs de certains d'entre eux, les antagonistes grotesques, les protagonistes classieux, l'influence de la mode et de la musique, le rythme et le découpage de l'action, les prémices timides et hésitants de ce qui finira par être un style de dessin incontournable. La manière dont se déroulent les combats, les concepts de pouvoir, le ton burlesque rendant vraisemblable et ok,
même les pires actions des personnages, tout en sachant distinguer ça des vraies scènes de drames et des messages qu'elles apportent. Y compris cet éternel hymne à l'humanité qu'Araki aime tant. Tout préfigurait déjà depuis longtemps. Vous l'avez vu, j'aime beaucoup ma métaphore de la Triforce. Le premier fragment, c'est celui de BT. Première œuvre sérialisée d'Araki, mettant l'emphase sur les combats d'intellect bourrés de retournements de situation et de moves avec 300 de QI. Se battre avec son esprit. Le second, c'est celui de Bao. Un manga plus long, avec une continuité, mettant en scène des personnages qui se foutent sur la gueule de manière ultra violente avec leurs modifications génétiques. Se battre avec ses muscles. Enfin, le dernier, c'est celui de Gorju Siren. Place ici à la féminité, l'androgynité, les poses extravagantes et les vêtements inspirés de la mode. Se battre avec style. Mais ce serait minimiser l'incroyable travail d'Araki que de résumer les influences et la création de JoJo à ces 3 uniques œuvres. Tous les one-shots d'Araki, même préliminaires à BT, transpirent JoJo's Bizarre Adventure dans chaque case. Ses combats mentaux et ses coups de bluff incessants de poker armé, préfigurant la direction des combats à venir, ainsi que le culte affrontement contre Darby, ce mec qui est littéralement Speedwagon, et cet immense attrait pour l'Amérique et le Far West comme vu dans Outlaw Man et Say Hi to Virginia, avec ses personnages Bonnie and Clyde, qui culminera avec l'exceptionnel Steel Ball Run. Et surtout, Araki évolue constamment. Même au sein de JoJo, il évolue. Même au sein de JoJo, il s'inspire d'anciennes parties pour créer ses nouvelles. Que sont les stands, si ce n'est l'aboutissement de tous ses pouvoirs précédents, y compris l'onde? Qu'est-ce que Made in Heaven, si ce n'est la fin logique de cette recherche du pouvoir le plus terrifiant lié au temps, avec tous les antagonistes du premier univers? Qu'est-ce que la quête du cadavre sacré, si ce n'est la culmination de toutes les thématiques bibliques évoquées timidement ou en sous-texte dans Stone Ocean ou Golden Wind? Qu'est-ce que Jojo Lion, si ce n'est une relecture de Diamond Unblockable, avec une volonté de pousser l'aspect récit d'enquête encore plus loin? Qu'est-ce que le style graphique actuel, magnifique, au découpage somptueux et plein de sens, si ce n'est la culmination de 30 ans d'apprentissage et d'évolution? Vous êtes-vous déjà arrêté 5 minutes et rendu compte d'à quel point Jojo est un manga exceptionnel? D'à quel point les combats de stand représentent une prouesse infinie d'écriture et de créativité? D'à quel point les pages couleurs et les couleurs de chapitres auxquels on a le droit depuis des années arborent une esthétique presque révolutionnaire? D'à quel point le découpage, la mise en scène et la gestion de la perspective dans les combats sont monumentaux? D'à quel point ces personnages nous touchent en plein cœur? D'à quel point Araki est un génie inarrêtable, continuant à dessiner des nouvelles parties toujours plus originales et dégageant une aura toujours différente à chaque fois, même après 30 ans. D'à quel point de ce fait, il s'agit d'un des seuls, si ce n'est le seul shonen aux plus de 130 tomes, ne s'étant jamais essoufflé une seule seconde et n'accusant d'aucune perte de qualité. D'à quel point tellement de ses dérivés sentent la passion, des animés au jeu. D'à quel point Jojo est une institution, un mode de vie, une source d'inspiration pour des milliers de créateurs. Et ça, c'est possible parce qu'Araki est un génie, certes, mais ce génie ne sort pas de nulle part. Ça tient en une phrase. Araki est en quête constante d'évolution. D'évolution mentale, de découverte de nouvelles œuvres, d'ouverture à de nouvelles cultures, de rencontres, de remise en question perpétuelle. Oui, chacun des mangas d'Araki est excellent. Pris indépendamment, en dehors d'être des sources d'inspiration, BT, Bao et Gorju Siren sont d'excellents mangas. Mais malgré tout, et il suffit d'analyser ses œuvres et son mental pendant la création de ces dernières, pour se rendre compte que lui aussi, il a connu ses échecs et ses périodes difficiles. Ses éditeurs n'avaient pas beaucoup apprécié le premier chapitre de BT. Il ne se passait pas un manga sans que son style de dessin change plus ou moins radicalement. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire avec ses personnages féminins dans Gorju Siren, selon lui. Et la sauce n'a globalement pris qu'à partir de Jojo. Mais même au sein de Jojo, c'est devenu le succès qu'on connaît de manière graduelle. Ça a connu diverses explosions à divers moments. La sortie de la partie 3, de la partie 5, l'arrivée de l'animé, l'adaptation de Golden Wind et le rayonnement international qu'elle a permis au manga. Et surtout, même encore maintenant, Araki connaît ses échecs. Il suffit de voir la finalité de Jojo Lion et l'état mental dans lequel il était à cette période. En témoigne le one-shot que je soupçonne fortement autobiographique, Hot Summer Martha. Mais il apprend de chacun. Il se relève sans cesse, court à toute vitesse, mu par une seule volonté, celle de l'évolution.
Alors maintenant, c'est à vous. Vous voulez raconter des choses. Il y a forcément des idées au fond de vous que vous rêvez de partager au monde entier. Mais vous pensez peut-être n'avoir aucun talent, aucune technique, aucune solution pour y parvenir. Mais si vous êtes sincèrement animé par la flamme de la passion, mu par la volonté d'évoluer, alors foncez. Partez en quête de découvertes. De mangas, de livres, de films, de musique, de jeux vidéo, de personnes, de pays, de techniques de dessin, de narration, d'animation, dans le seul et unique but d'apprendre et d'évoluer. Les débuts seront difficiles et les échecs nombreux. Mais regardez ce qu'Araki a sorti de ses échecs. Les moments de doute, de déprime ou de démotivation, on s'en fout. Ils finiront bien par disparaître, car vous serez toujours mu par cette volonté d'évoluer. Et cette chronique elle-même en est le parfait témoin. J'ai abandonné l'écriture en avril 2022, car j'avais du mal à savoir où aller. Et j'ai perdu la motivation quant aux vidéos sur Jojo. Mais regardez-moi, 1 an et demi plus tard, avec cette vidéo bouclée, et d'une manière qui me rend particulièrement fier d'ailleurs. Et cette année et demie, j'en avais sûrement besoin pour évoluer moi aussi. Découvrir d'autres trucs, qui viennent changer ma façon de penser et de travailler. Et si j'ai réussi, vous en êtes tout aussi capable. Étape après étape, brique après brique, vous arriverez vous aussi à créer quelque chose de grand, sans aucun doute. Grand à votre échelle, celle de votre famille, de votre entourage, de votre pays, ou même du monde entier. Peu importe, mais quelque chose de grand dans tous les cas. Alors, remercions tous en cœur Hirohiko Araki, pour ses leçons d'une puissance universelle qu'il nous a inculquées avec son œuvre et son parcours. Il est temps pour moi de les intégrer, et de prendre mon envol. C'est avec ces dernières en tête que j'avancerai chaque jour dans ma quête pour devenir game designer, et ainsi pouvoir enfin mettre en place les mécaniques de jeu, et raconter les histoires qui me trottent en tête depuis des années. Et vous? Quel est votre rêve? Votre objectif? Vous me suivez? Et bien voilà, cette 16e chronique jojoesque est désormais terminée. Que dire, par quoi commencer? Je suis un peu ému et surtout très fier de moi parce que comme j'ai pu le dire dans cette vidéo sur Twitter, c'est une chronique que j'ai commencée il y a de ça plus d'un an, bien plus d'un an, pas 1 an et demi non plus, mais bien plus d'1 an. En avril 2022 donc, où je voulais faire une nouvelle chronique suite à celle sur les OAV, et où j'avais donc eu une montée de hype à la sortie du coffret de Delcourt Tonkam, mais malheureusement je l'ai abandonné parce que je devais vraiment me focus beaucoup sur mes études à ce moment-là, et j'ai vraiment perdu la motive pour parler de Jojo, ça s'est vu sur la chaîne. En dehors des reviews, il n'y avait pas de grosses vidéos sur Jojo, il n'y en a pas eu pendant 1 an et demi, jusqu'à maintenant donc. Faut savoir que moi l'année prochaine, les choses sérieuses vont commencer pour moi dans ma vie. Je vais chercher des nouvelles écoles pour la suite de mes études, je vais déménager, enfin il va se passer beaucoup de choses, et ce qui fait que je le sais pertinemment, j'aurai moins de temps pour jouer, j'aurai moins de temps pour faire des trucs, et j'aurai bien sûr moins le temps pour faire des vidéos. Et ce dont je suis certain, c'est que il n'y aura pas de grosses vidéos sur Jojo qui va arriver l'année prochaine, il n'y aura pas de nouvelles chroniques jojoesques qui va arriver l'année prochaine, et finalement, sortir cette chronique-là, c'est un peu comme boucler tous les trucs qui restaient en suspens, tous les trucs qui me tenaient à cœur, avant de me lancer dans la suite. En l'occurrence, je voulais à nouveau sortir une chronique jojoesque parce que ça me manquait. Je voulais terminer cette chronique que j'ai lancée il y a 1 an et demi. Je voulais parler un peu de l'évolution du style d'Araki, qui est une idée de chronique que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'ai réussi à intégrer à celle-là. L'une des musiques de fin, c'était même Calistegia. Je l'avais évoqué dans la review sur Rohan, je crois, il y a de ça 1 an, où je disais que ça aurait été trop cool de le mettre en musique de fin pour une grosse vidéo. Donc voilà, 1 an plus tard, ça y est, c'est fait. J'ai bouclé tout ce que je voulais faire par rapport aux chroniques jojoesques. Et ça fait un bien fou, j'aurais jamais pensé être capable de reprendre une vidéo, de reprendre l'écriture d'une vidéo 1 an et demi comme ça après. Et je suis trop content d'être arrivé au bout, c'est vraiment une des vidéos dont je suis le plus fier, que j'ai le plus kiffé faire, ça aurait été vraiment un bonheur de bosser dessus du début à la fin. Et j'espère que ça se ressent parce que c'est un sujet qui est externe à Jojo, qui est moins attrayant pour les gens. Et j'espère que cette vidéo marchera un minimum et surtout qu'elle vous aura plu si vous êtes resté jusque là. Ça me ferait super plaisir parce que j'y ai mis toute mon âme en fait dans cette chronique jojoesque finale. Finale entre guillemets parce que j'exclus pas l'idée d'en refaire une d'ici quelques années dès que j'ai une idée qui pop et que j'ai le temps qui va avec. Mais pour l'instant et pour une durée indéterminée plutôt longue,
c'est terminé et je suis très content de partir avec une vidéo comme ça. Je parlerai plus de la suite de la chaîne, des grosses vidéos, des reviews, du rythme, peut-être potentiellement dans une vidéo FAQ qui tardera pas trop à arriver, j'en sais rien. Mais en tout cas pour l'heure, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé moralement et concrètement pour cette chronique, toutes les personnes qui m'ont prêté leur voix, tous les crédits s'affichent depuis tout à l'heure de toute façon, tous les donateurs de la chaîne qui me régalent constamment depuis que le programme de partenaire a été lancé. Vraiment merci à vous, ça me fait tellement plaisir de voir qu'il y a un soutien constant et ça me pousse à avancer. Merci à vous qui regardez les vidéos, qui les partagez, qui les likez, qui les commentez. Vraiment merci beaucoup, je suis très fier de ce que j'ai pu faire ces 4 dernières années sur YouTube. Très fier d'avoir pu partager tout ça, d'avoir pu me hisser comme une des grosses têtes du YouTube Jojo francophone. Et je vais faire en sorte que ça continue le plus possible en essayant de tenir le rythme des reviews. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente rentrée. Vraiment, ayez la force, battez-vous, c'est important. Vous l'avez vu dans cette vidéo, je crois en vous et vous ne devez surtout pas abandonner. Et on se retrouve d'ici quelques jours, semaines, mois, pour une vidéo sur la chaîne de quelqu'un d'autre, pour une nouvelle review, ou je ne sais quoi. Et en attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien, bordel.